souhaiter à tous et à toutes la bienvenue, à toutes et à tous, plutôt dans ce sens-là, la bienvenue à la Libreria ce soir pour une rencontre gourmande, en compagnie, en heureuse compagnie. Nous sommes en direct, en fait, c'est un petit peu spécial ce soir, en direct, enfin en direct, peut-être pas en direct tout à fait, non, ce sera monté j'imagine, mais donc nous sommes avec nos amis de l'Italie en direct, l'Italia in diretta, et Paolo Romani qui est avec nous ce soir, on est ravis, et Eleonora derrière la caméra. Et nous avons le plaisir de recevoir, alors c'est 2 fois en peu de temps comme ça, je suis vraiment ravie, Alessandra Pierini qui va dialoguer avec Tatiana Termacic. Et Alessandra, qu'on ne présente peut-être même plus en fait, bon, qui collabore avec François-Régis Gaudry, donc France Inter, France Culture, la télévision aussi. C'est devenu vraiment une référence pour la cuisine italienne, la gastronomie italienne. Bon, elle a eu... Il y a un livre en plus, un très joli livre que j'aurais voulu vous présenter, vous montrer, mais qui est en ce moment, qui se vend tellement que la librairie n'arrive pas à en obtenir. Je pense que ça arrivera la semaine prochaine, mais donc une nouvelle traduction augmentée, commentée de l'Artusi, Pellegrino Artusi, qui est un livre qui est un peu ce que Escoffier était à la cuisine française. Donc c'est le livre qui met qui pose les bases de la cuisine bourgeoise italienne. Et donc c'est une très belle édition, toujours aux éditions de l'Épure. Voilà, et donc ce soir, c'est en nouvelle fois les éditions de l'Épure qui sont à l'honneur avec ces pérégrinations palermitaines. Et donc voilà, on a le plaisir d'avoir Tatiana Termacic qui vient de Strasbourg, qui exerce là-bas un métier... Enfin, là, je vais laisser effectivement notre amie Alessandra la présenter et qui est venue exprès, qui est venue spécialement pour nous présenter ce joli livre qui met l'eau à la bouche. Écoutez, je vous laisse la parole à tous les deux. Merci Florence. Donc, buonasera a tutti. Buonasera Italia in diretta. Donc pour nous c'est un peu une surprise. Je vais parler français parce qu'ici il y a surtout des Français. Puis Tatiana, elle est italienne de cœur, mais pour l'instant la langue, ça ne vient pas encore tout à fait. Sauf un petit peu, je pense, non? Que tu parles un tout petit peu italien. Je comprends. Tu comprends bien. Je sais dire pomodoro. Écoute, en Italie c'est parfait hein, déjà de pouvoir parler de ça. Et d'ailleurs, le pomodoro en Sicile et à Palerme, il y en a pas mal. Et donc, j'ai eu... D'ailleurs, avec Tatiana, nous travaillons nous avons fait beaucoup de livres pour la même maison d'édition. Et ce soir, nous avons même Laurence Echenet, qui est la personne qui a dessiné toute la collection et surtout la couverture de ce livre magnifique avec ces 3 citrons qui représentent donc... la Sicile en quelque sorte, ou au moins l'Italie du Sud. Et avec Tatiana, nous avons passé 3 jours là, vraiment ensemble. On était au festival du livre gourmand de Périgueux. Et je peux vous dire que Tatiana a eu un succès énorme avec son livre. Elle a eu une conférence et ensuite, bon, le public a quand même... était très heureux aussi de t'entendre parler de ce livre et il a eu vraiment beaucoup de succès sur le stand de la librairie qui nous a accueillis. On était à côté, donc j'ai pu vérifier tout ça. Et donc Tatiana, je ne la connaissais pas avant. J'ai d'abord lu son livre grâce à Sabine Buquet, donc à l'éditrice. Et donc j'étais vachement curieuse de savoir qui est comment une personne qui n'est pas italienne, son regard avec cette Italie et surtout cette ville qui est si complexe, si fascinante, si singulière, aussi originale et surtout savoir de quelle façon elle a abordé, si c'était par des clichés que souvent on connaît un petit peu sur la Sicile, les Palermitains, ou alors par tout le côté gourmand, ou alors par ces cathédrales, par ces mosaïques, par ces paysages, par ces arbres qui l'entourent, par ces palais délabrés, par ces personnages hauts en couleur, par ces gelati, par la pâtisserie, les cannoli. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a pu bien écrire? Eh bien, elle a parlé de Palerme sous tous ses aspects, en fait.
C'est un voyage très singulier, fascinant, très original. Donc c'est son regard sur Palerme et les Palermitains. Le regard personnel qui a eu aussi, en parlant et en discutant surtout beaucoup, elle a vécu la ville et surtout elle nous met en lumière des personnages qui ne sont pas forcément connus et qui ne se connaissent pas entre eux et qu'elle a eu la chance de, elle nous dira de quelle façon rencontrer ou connaître. Et donc c'est une belle impression que cette ville nous donne à travers tes yeux, Tatiana. Même si elle peut par moments faire un petit peu peur, parce que tu n'as pas épargné aussi les moments un peu plus difficiles qu'elle a vécu et qu'elle vit toujours. C'est une terre qui a accueilli tellement de peuples et de populations depuis toujours et qui a été vraiment influencée par des couleurs, des goûts et tellement d'autres caractères elle garde cette empreinte un peu comme si c'était une blessure, una ferita, on dirait en italien. Mais c'est grâce à ça aussi qu'elle arrive à s'exprimer et à donner un petit peu tout ce qu'elle a dans son ventre. Donc Tatiana, c'est pas quelqu'un c'est pas une professionnelle de la cuisine. Je pense que c'est le premier livre où tu écris des recettes. Oui, et c'est le premier livre qui a été publié. Qui a été publié. Mais j'ai écrit. Voilà, tu as écrit bien sûr d'autres choses parce que tu as une formation d'avocate. Donc tu habites à Strasbourg. Et actuellement, tu travailles pour une organisation. Et donc tu as aussi travaillé et beaucoup milité aussi pour les droits de l'homme. Et surtout, tout ce qui concerne aussi ton pays d'origine, qui est l'ex-Yougoslavie. Et donc, si tu veux juste en 2 mots un petit peu nous expliquer ce que tu fais maintenant dans la vie et aussi, juste après ça, nous dire tout simplement comment tu as atterri à Palerme, à quel moment. D'accord. Alors, ce que je fais dans la vie, alors c'est un peu hors sujet. Merci. Alors d'abord, merci beaucoup Alessandra pour cette introduction, ça me touche beaucoup. Alors c'est vraiment hors sujet, mais je travaille dans une organisation européenne de protection des droits humains, alors maintenant on dit droits humains, qui s'appelle le Conseil de l'Europe et qui est basé à Strasbourg et que très peu de monde connaît, mais en fait c'est grâce à cette organisation que les droits humains sont protégés partout en Europe dans les 46 États membres. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais je préfère revenir à Palerme. Mais je pense que... Alors, et tu m'as demandé qu'est-ce qui m'a attirée en premier dans Palerme. Alors, c'est ni la beauté, ni la nourriture. Je pense que c'est plutôt le côté tragique de la ville. Et tu parlais de mon pays d'origine, et je pense que j'ai une attirance particulière pour les villes tragiques. Alors j'en avais eu d'autres avant. La première que j'ai découverte, c'était Vukovar. Après, il y a eu Minsk, il y a eu Belfast. Donc voilà, et quand je suis arrivée à Palerme, j'ai vu tout de suite ce poids des tragédies qui ont été vécues dans cette ville, et notamment à cause de tous les crimes qui ont été commis par la mafia. Donc c'est d'abord ça qui m'a attirée, et ensuite j'ai découvert tout le reste. Voilà. Je vais vous lire juste un petit passage, le début du livre, qui tout de suite saute aux yeux et on a juste envie d'aller jusqu'à la fin. Partir à Palerme, c'est être prêt à poser les pieds sur une gigantesque scène de théâtre, à déambuler entre des décors improbables, se perdre dans les époques, chercher la mer sans la trouver, découvrir des saveurs inattendues, c'est la quitter avec des souvenirs de couleurs, de parfums, d'arômes, de textures, qui ne donnent qu'une seule envie, y retourner. Donc c'est un peu ce contraste de plein de choses dont on parlait tout à l'heure. Tu es arrivé à Palerme de quelle façon ? Alors, je suis arrivée à Palerme grâce à mon amie Céline,
Samy qui est là. Je ne vais pas dire par hasard parce que je l'ai invité évidemment, mais donc c'était un compagne de voyage. Non. Alors je vais. Parce et en fait mes deux amies qui sont aussi palermitaines de cœur comme moi sont Marie et Céline qui sont ici et qui sont remerciées dans le livre. Alors Céline est une de mes amies d'enfance et elle est comédienne et elle était pendant de nombreuses années comédienne à la Comédie Française et elle avait joué le monologue d'une des plus grandes dramaturges siciliennes qui s'appelle Lina Prosa et qui avait écrit un texte assez prémonitoire en 2003 qui s'appelle Lampedusa Beach sur une Africaine qui se noie dans la Méditerranée. Et donc Céline a joué pendant assez longtemps à la Comédie Française Lampedusa Beach et elle me parlait, donc elle est devenue amie avec Lina Prosa et elles m'ont parlé beaucoup, elles sont devenues très amies et un jour Céline a été invitée à jouer Lampedusa Beach au Conseil de l'Europe où je travaille. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que donc c'était il y a plusieurs années et elle est venue jouer à l'endroit où moi je travaille maintenant. Donc c'est la commission des migrations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et quelqu'un l'avait invitée et elle jouait dans une salle de réunion devant des parlementaires de 47 États membres. Et je me souviens, j'étais complètement impressionnée par Céline et choquée par la salle, parce que c'était des parlementaires qui s'embrassaient, qui se parlaient, et Céline jouait là, devant eux, et elle était complètement imperturbable. Donc voilà. Et à cette occasion-là, elle m'a présenté Lina Prosa, et on a sympathisé, on a dîné un ou deux soirs ensemble, on a sympathisé, et ensuite Lina avait une idée, elle voulait créer un projet autour de son théâtre, Théâtre et Liberté, dont le but c'était d'utiliser ces textes pour former les forces de l'ordre au respect des droits humains. Bon là je vous la fais courte, mais Lynn nous a invités toutes les deux. Céline n'a pas pu venir et je suis allée la première fois toute seule à Palerme. Et donc là j'ai découvert la ville la première fois et j'étais accueillie chez des Palermitaines dans un appartement magnifique où tout était beau, tout était délicieux et là j'ai fait un peu la touriste. On a travaillé pour développer ce projet que Lina voulait développer, mais voilà, j'ai visité le Palais des Normands, les églises et j'ai beaucoup aimé la ville, mais j'aimais surtout ma rencontre avec Lina et ses amis. Donc ça, c'était la première fois. Et là, quelques mois plus tard, j'y suis retournée avec d'autres personnes qu'elle avait réunies pour faire ce projet. Et il y avait des gens, des Italiens qui venaient de Strasbourg. Il y avait une prof de droit de l'université de Versailles qui ensuite est devenue une très grande amie. Et donc on était ensemble, on parlait tout le temps de théâtre, de droits humains, etc. Et on est allé visiter le Palazzo Butera, que j'avais en fait repéré dès la première fois, parce que de ce palais, on voit la mer. Et c'est un des seuls endroits à Palerme où on voit la mer, parce que Palerme n'est pas du tout tourné vers la mer, mais plutôt vers la montagne. Et j'avais vu ce palais magnifique qui était en train d'être rénové sur le front de mer, et donc qui est maintenant un musée qui abrite la collection d'un des plus grands collectionneurs italiens, je pense, Massimo Valsec, qui vient de Milan, et qui lui aussi est tombé amoureux de Palerme. Alors lui, ce qu'il a fait, il a ouvert une institution culturelle, il est beaucoup plus riche que moi, donc il a ouvert une institution culturelle à Palerme, voilà, et donc j'étais dans son palais, et j'étais éblouie par cette beauté, et
et par le mélange des genres, et je me suis dit, non, c'est pas possible, j'aime trop, j'aime cette ville, et il faut que je matérialise cet amour d'une façon ou d'une autre. Il faut que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit, j'aime écrire, donc je vais écrire un livre. J'aime manger. Et alors, voilà, donc je ne suis pas une universitaire, j'allais pas faire un livre, une encyclopédie sur Palerme, ce n'était pas du tout le but. Et donc, voilà, à cet endroit, j'ai décidé d'écrire un livre sur la gastronomie palermitaine. Et voilà. Alors après, si, je peux peut-être m'arrêter là et tu vois. Comme tu veux. Il n'y a pas de... J'ai plein de choses à raconter. Non, mais ça fait plaisir, hein, parce Oui. que ce sont des choses en fait que tu nous racontes que les personnes qui vont peut-être ensuite acheter le livre ne vont pas forcément voir, mais ils vont reconnaître aussi tes mots à travers l'histoire que tu as écrite. Mais une chose qui va frapper, qui frappera tout le monde, parce qu'en fait après c'est un peu le fil conducteur de tout le livre, tu dis que quand tu es arrivé à Palerme, tu as pris un taxi qui t'a amené de l'aéroport, qui n'est pas très loin de la ville d'ailleurs, et une fois en arrivant vers la ville, le taxi, le chauffeur s'est presque arrêté à Oui. un point bien précis Oui. pour quelque chose de très, très particulier. Oui, alors c'était, donc voilà, on longe la mer, mais de nouveau qu'on ne voit pas parce qu'il y a du béton partout. Donc c'est vraiment moche quand on arrive à Palerme. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé en avion, mais moi je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire dans cette ville? Et bon, et à un moment, le chauffeur de taxi a freiné et il a dit, voilà, c'est ici que le juge Falcone a été assassiné. Et il avait vraiment presque les larmes aux yeux. Et il m'a raconté que voilà, il y avait des tonnes, je ne sais pas, 400 tonnes d'explosifs qui avaient été mis dans des souterrains qui avaient été creusés par la mafia. Et donc, il y a un endroit, il y a une... On rappelle, c'est une histoire qui remonte aux années en 80. 92. Il a été assassiné Oui. en mai, je pense, 92. Et donc vraiment, il m'a raconté toute l'histoire donc de l'assassinat du juge Falcone que je retrace un peu dans le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi on parle de mafia, c'est qu'une fois que j'ai décidé d'écrire ce livre, il a fallu trouver un angle, évidemment, et, parce que je n'allais pas donner que des recettes ou je ne sais pas quoi. Et en fait, j'ai vu très vite que la lutte contre la mafia avait une influence sur la gastronomie palermitaine. Et donc, la lutte contre la mafia et les vagues migratoires à travers les siècles. Donc, en fait, une fois que j'y suis retournée pour les besoins du livre, j'ai cherché à rencontrer des gens qui travaillaient contre la mafia, qui luttaient contre la mafia, et les personnes qui pouvaient un peu me parler de la cuisine à travers les âges et à travers les différentes vagues de migration ou d'envahissement. Et Mais pour y être allé à Palerme plusieurs fois, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile d'aborder un sujet de gastronomie, de nourriture, de recettes, que de parler aux Palermitains de mafia. C'est pas un sujet... en fait, la mafia est présente partout, d'une façon ou d'une autre, mais forcément, les Palermitains ne parlent pas forcément de ça. Ça dépend lesquels et dans quel contexte. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir été mise en contact avec deux personnes qui travaillaient dans deux ONG dont c'est le métier. Et donc, et une des ONG s'appelle Addio Pizzo. Donc ça, pour ceux qui connaissent Palerme, c'est très connu parce que ils ont commencé... Alors, on va revenir un peu au juge Falcone. En fait, en 92, si je me souviens bien, je crois que c'est 92, il y a deux juges anti-mafia qui se sont fait assassiner, Falcone et Borsellino. Et en fait, Borsellino... Et quand Falcone a été assassiné, en fait, la mafia ne s'attendait pas du tout, mais là, les Siciliens ont dit basta, ça suffit. Et il y a eu des milliers de personnes qui sont venues à l'enterrement, à l'église San Domenico. On voit une photo de la place dans le livre. Et voilà, ils ont dit basta. Et donc là, il y a une classe, les jeunes de la classe moyenne
se sont dit, bon, qu'est-ce que nous on peut faire? Parce qu'en fait, ceux qui sont restés à Palerme, ben, il fallait un peu se réinventer. Il fallait un peu inventer une raison de rester. Et donc, ils ont lancé cette campagne qui disait que celui qui paye un bakshish, comment on dit ça en français, un pot de vin, pour la protection, le mot addio pizza, oui, ça veut dire adieu à ce pot de vin sur raquette. Mais les premiers autocollants, c'était si tu payes un pizzo, tu n'as pas de dignité. C'était ça les premiers autocollants. Et ils allaient coller ça dans les restaurants et les magasins de Palerme. Et petit à petit, ils ont créé une ONG donc, qui était en fait très juridique parce qu'ils proposaient donc des services juridiques de défendre les commerces, les commerces, les restaurants, les hôtels, etc., qui voulaient rompre avec la mafia et d'aller devant la justice. Mais il fallait être super courageux pour ça. Et en fait, il y a un restaurant très connu qui a eu le courage, qui a dit, bon, moi, ça suffit, je ne vais plus payer. C'est l'Antica Focacceria. Elle a un nom plus long, mais j'en parle dans le livre. Et ils sont les premiers à être allés devant les caméras de la télévision, à dire, nous, on va coopérer avec la justice et la police, et on va dénoncer tout le monde. Alors, pour revenir à Addio Pizzo, donc je suis allée dans leur bureau et ils ont un peu pignon sur rue. Enfin, on voit, il y a quand même une plaque, c'est près de la gare. Et en fait, c'est un ancien lieu qui a été confisqué, qui appartenait à un trafiquant de cigarettes et qui a été confisqué par la justice et qui a été donné à Addio Pizzo. Et donc là, ils ont leur service juridique. Bon, ils ont plein d'activités. Ils font aussi du tourisme responsable où ils amènent donc des touristes pour leur montrer les lieux de la lutte contre la mafia. Ils ne visitent évidemment que des lieux qui sont un peu certifiés Addio Pizzo. Alors après, c'est évidemment plus compliqué que ça parce que il y a des commerces qui mettent l'autocollant et pour pas se faire emmerder par les droits de l'homiste. Donc ça on sait que c'est aussi donc la mafia elle est partout, mais en fait c'était tout à fait possible de parler de ça bon, avec les gens qui luttent contre et qui racontent en fait tous leurs combats. Et à Palerme actuellement il y a à peu près 1000 commerces, 1000 restaurants, compagnies de taxi, hôtels qui adhèrent à Addio Pizzo, mais en fait 1000 c'est pas beaucoup en réalité. C'est pas énorme, mais voilà. Mais en tout cas, maintenant, on peut choisir de lutter avec la justice et la police. Avec un comité. Et autre petit détail, j'y étais juste après le Covid. Et en fait, ah oui, et Eduardo, le jeune homme qui m'avait expliqué tout ça, m'avait montré une carte de Palerme. Donc tu parlais de l'arrivée en taxi. Donc dans le livre, je raconte aussi comment, une fois qu'on entre dans la ville, on est complètement perdu parce qu'il y a un système de sens unique et qu'en fait, les cartes, quand on regarde une carte de Palerme, Palerme est en haut, la mer est en bas, alors que si on connaît la carte de l'Europe, on sait que Palerme est au nord de la Sicile, mais quand on voit une carte de Palerme, donc voilà, la mer est là et la mer s'est renversée. Et donc Laurence a eu un mal fou. Moi j'avais dit il faut montrer la carte de Palerme telle qu'elle est géographiquement. Et donc en fait elle est comme ça c'est le centre, donc elle est tournée vers l'est, c'est ça, vers l'est. Et donc Eduardo me montre une carte de Palerme. Et en fait, il m'explique qu'il y a les quartiers de Palerme, mais il y a aussi les Madamenti, qui sont les quartiers les zones contrôlées par les différentes mafias. Et donc là, j'y comprenais plus rien. On tourne la tête dans tous les sens pour comprendre la géographie de Palerme. Mais je voulais dire quelque chose par rapport
et à Libera, comme on parle de la mafia. Donc j'ai rencontré une autre organisation qui travaille beaucoup dans la mémoire et la transmission. Donc eux, ils travaillent... Non, je sais, je vais revenir après. Alors, c'est par rapport à la carte, je vais revenir... qui travaillent, qui font beaucoup de travail social, notamment dans les quartiers, pour que les jeunes des quartiers populaires comprennent qu'il y a une alternative à la mafia, en fait, qu'on peut vivre autrement. Et ce que je voulais dire, c'est que j'y étais allée juste après le Covid et que Eduardo m'avait raconté que, évidemment, la mafia avait de nouveau eu un regain de succès parce qu'ils étaient arrivés dans les quartiers populaires avec des cartons de nourriture. Parce qu'à Palerme, c'était vraiment terrible. On a tous de très mauvais souvenirs des confinements. Mais à Palerme, je pense que c'était encore pire qu'à Paris, par exemple. Les règles étaient vraiment très strictes. Et puis, il n'y avait pas les salaires qui continuaient d'être versés. Enfin, et donc, il y a des gens qui se sont retrouvés sans aucune ressource. Et là, la mafia s'est réveillée. Et donc, les ONG, comme Addio Pizzo et Libera, sont aussi allées dans les quartiers pour rendre visite et pour donner de l'aide alimentaire. Il fallait faire beaucoup de travail de terrain parce que sinon, on risquait, la mafia risquait de regagner à nouveau du terrain avec des subterfuges, des façons un petit peu pas tellement catholiques, comme on dirait en Italie. Mais donc Libera, c'est surtout une association qui s'occupe des terres qui ont été confisquées à la mafia. Oui. Et dans lesquelles maintenant on peut produire aussi des produits d'agriculture, surtout du blé. Oui. Et on en fait aussi des pâtes et surtout ces produits d'ailleurs soutenus par l'association Libera. Sur les produits, il y a vraiment écrit bien clair que ce sont des produits qui sont issus de terrains qui ont été confisqués à la mafia, libérés de la mafia. Et voilà, donc c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc ça, je l'ai découvert en sortant du Palais des Normands, la première fois que j'étais allée à Palerme. Et donc j'avais vu, donc ça je ne connaissais pas du tout, mais donc il y a toute une gamme de produits qui est fabriquée des terres qui ont été confisquées à la mafia. Donc c'est une loi qui date, je pense, du début des années 80, parce que c'était un syndicaliste communiste qui avait compris qu'il fallait il fallait empêcher la mafia de gagner de l'argent, il fallait en fait confisquer ses biens pour l'empêcher de prospérer. Et donc, il y a des coopératives, ça a été donné à des coopératives. Donc, sur ces terres, on ne peut pas faire de profit. Bon, il y a tout un système législatif qui organise l'organisation économique de ces terres. Et c'est géré en coopérative la plupart du temps. Mais il n'y a pas seulement du blé, il y a aussi des oranges en Madonie. Il y a aussi de l'huile d'olive. Et il y a un autre endroit où on peut trouver ces produits qui est le magasin du Palazzo Butera qui s'appelle Madonite et qui est aussi un lieu magnifique parce que c'est un lieu qui met en valeur les produits de cette région Madonie qui est quand même assez ingrate. C'est assez pauvre et rocailleux et en fait ils ont voulu, donc les Valsecchi dont je parlais tout à l'heure, ils ont voulu mettre en avant les produits de cette région et ils ont fait appel à des jeunes qui viennent de Madonie et qui étaient à Milan. Il y en a un, il était dans l'industrie de la mode, un autre était ingénieur. La chef qui travaille elle travaillait dans je crois un restaurant étoilé en Espagne, enfin, et il les a fait revenir et ils ont ouvert ce restaurant, ce magasin où on trouve des produits donc, de ces terres confisquées et notamment, donc, ce que j'ai appris aussi, il y a un produit qui est très rare qui s'appelle la manna, qui est un produit qui remplace le sucre et que peuvent prendre les diabétiques. Et c'est la sève d'un arbre. D'un arbre, d'un pin.
d'un pain, mais c'est très difficile à extraire. On dirait des stalactites. Oui. Et il ne faut pas manger trop parce que c'est très laxatif. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un sucre naturel extraordinaire qu'on utilisait et qu'on trouvait très très peu maintenant. Oui. Très difficile à ramasser et à vendre aussi. Hein, parce que Voilà. pas... Et donc ces deux associations travaillent avec le public et pareil, Liber à Palerme a une petite boutique qui pareil c'était un magasin où on faisait du blanchiment de l'argent qui a été confisqué. Donc ça c'est un des aspects du livre. Donc ce sont quelles ont été les conséquences de la lutte contre la mafia sur la gastronomie palermitaine. Mais tu as rencontré aussi des personnages qui avaient pas forcément des choses à faire avec la mafia, mais en quelque sorte, mais qui t'ont donné aussi comme des recettes très appétissantes. Il y a tout au début l'ancien maire de Palerme, Leoluca Orlando, dont tu parles de pâtes, d'une recette de pâtes aux anchois. Oui. Et ensuite, il y a une petite anecdote, c'était rigolo, de ta recette, oui. Fausse recette oui. en fait. Oui. Au Linguine, tu veux nous en parler? Oui. Alors je vais brièvement évoquer Leoluca Orlando. Donc c'est un des acteurs principaux de la lutte contre la mafia en Sicile. Il a été maire pendant plus de 20 ans, mais c'est aussi lui qui en a fait une ville culturelle avec... Il a soutenu beaucoup d'initiatives culturelles et notamment les projets de l'INA. Et donc, je l'avais rencontré via l'INA, mais c'était le maire de Palerme, donc c'était un monsieur très important. Et donc, quand j'avais envisagé ce livre, évidemment, je n'avais pas osé le déranger. Et puis, et ensuite, il a cessé d'être maire et il est venu à Strasbourg. Et je me suis dit, je vais aller lui dire bonjour. Oui. Et donc, on se rencontre et puis on discute de travail, donc de questions de migration, parce que Palerme aussi, pendant qu'il était maire, c'est vraiment très important. Il a dit que Palerme était une ville ouverte, qu'il n'y avait pas de migrants à Palerme. Tous ceux qui voulaient vivre à Palerme étaient des Palermitains. Et donc, il a développé une charte de Palerme où tous ceux qui vivent à Palerme sont palermitains. Et donc, dans le cadre de mon travail, je voulais lui en parler. Donc, on discute, c'était super. Et puis, à la fin, je lui dis timidement, j'avais déjà écrit le premier jet. Enfin, non, même plus, le livre était déjà accepté par les éditions de l'Épure. Et j'ai dit, oh, vous savez, je vais avoir j'ai écrit un livre sur la gastronomie palermitaine. Il dit, oh, mais j'adore cuisiner, j'adore manger, moi aussi. Et il commence à me parler de bouffe. Donc, c'était génial. Magnifique. Donc là, je dis, ah, là, je vais prendre des notes parce que ça m'intéresse. Et donc, il m'a en effet donné une recette de ces pâtes aux anchois. Et puis, il m'a donné la recette, il m'a parlé de pasta con le sarde, les pâtes aux sardines. Alors, tu veux que je raconte la fausse recette La fausse recette, parce que apparemment, tu as découvert que la recette que tu faisais depuis des années, c'était une fausse recette. Mais moi, j'ai des choses à dire, hein, parce que tu dis, c'est parce que dans la recette originale, la sicilienne, avec les sardines, il n'y a surtout pas de beurre. Et alors que... dans Artusi, que je viens de traduire, dans la recette de sardines, il y a du beurre et du parmesan. Tu vois, alors ma recette du fromage avec le poisson. Tu vois. Alors ma recette est Maintenant, tu peux la dire, ça. C'est génial. Pour la 2e édition, on va rajouter. Tu diras ça, alors en fait, ce qui s'est passé pour les pâtes aux sardines, que Barry connaît, ou Alphonse, bon, c'est, on était, donc quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, à l'époque, il habitait à Birmingham et il mangeait vraiment pas très bien. Et donc, il cuisinait pas. Bon, il habitait tout seul. Et donc je lui avais dit, écoute, je vais te trouver un livre que tu peux cuisiner facilement. Et j'étais persuadée qu'en Angleterre, on calculait en oz, en pounds et tout ça. Donc j'avais cherché un livre et j'avais trouvé la cuisine italienne en 30 minutes. Donc je lui avais acheté ça. Et bon, c'était pas génial, mais j'avais trouvé cette recette
au brocoli, à la sardine. Et le chef expliquait que c'était une recette sicilienne. Voilà, donc mais en fait, finalement, elle est sicilienne puisqu'elle est artusienne. Mais bon, j'ai fait donc j'ai adopté, en fait, c'est une recette hyper facile à faire. On peut même la faire avec des boîtes en conserve, avec des sardines en boîte. Et puis j'ai toujours un peu transformé. Maintenant, je mets de la canneberge à la place des raisins secs, etc. Ça, c'est moins sicilien, par Non, contre. ça, Et quand je suis allée à Palerme la première fois et que je suis allée manger ces pâtes, j'ai compris que c'était mais pas du tout ma recette. Et en fait, voilà, c'était avec des sardines fraîches, mais avec du fenouil sauvage. C'était pas du tout la même chose. Mais après, Orlando m'a aussi raconté une histoire que j'aime beaucoup, donc dans mon bureau. Il m'a dit, mais ça c'est vraiment le plat populaire, le plat unique, comme le couscous, comme le pot-au-feu. Il dit en fait, on prenait toutes les pâtes qu'on avait dans la maison, toutes ces formes, les restes. Les sardines, souvent, elles n'étaient même pas vendues. On les donnait aux femmes qui venaient à la fin, où on leur donnait les restes. Et donc c'était et puis on allait cueillir le fenouil dans la montagne. Et puis, c'était le plat qu'on mettait au milieu de la table et que tout le monde partageait. On rappelle, on fait revenir l'huile avec de l'ail, on écrase les sardines dans cette huile. Généralement, on met aussi un petit peu de piment. Après, on met un petit peu de fenouil sauvage qu'on ramasse, qu'on trouve partout. Hein. C'est le fenouil, les plumes, en fait, hein, qu'on ramasse et qui sont très parfumées, très anisées, mais délicates. Ensuite, généralement, on le fait avec des spaghettis. On peut le faire aussi avec des linguines ou des bucatini. Le bucatino, c'est le spaghetto avec un trou. Dès qu'ils sortent de l'eau, bien bouillante et salée, on les plonge donc dans la poêle. On fait saisir un peu les spaghettis avec cette huile et les sardines bien parfumées. Et ensuite, on les saupoudre de chapelure, enfin de pain qu'on aura toasté soit avec l'huile, soit au four. Et on les sert comme ça, avec éventuellement du persil frais si on a envie. Donc, voilà. Et Orlando, voilà exactement, m'avait dit, mais il n'y a pas de limite à la pauvreté. Alors il arrive parfois que les sardines restent dans la mer, ouais, que le fenouil reste dans la montagne, et donc le plat c'est juste des pâtes. Donc c'était... Pourquoi pas. Voilà. Mais après, il y a je voudrais vraiment qu'on ait le temps de parler dans le lieu, tu vois, oui, j'ai porté le livre parce que j'adore. Il y a une pâtisserie à Palerme que pas beaucoup de personnes connaissent et que vraiment j'adore, non seulement la pâtisserie et les recettes, mais c'est un lieu tellement chargé d'histoire. C'est dans un monastère, c'est un lieu que jusqu'à il y a quelques années, 2014, ouais, on ne pouvait pas y accéder. Et c'était des bonnes sœurs, des nonnes qui, comme on dit, des suore di clausura, on dit en italien, donc des carmélites. Donc elles pouvaient ni sortir, ni cloîtrées, elles ne pouvaient ni sortir, ni parler avec qui que ce soit, mais elles cuisinaient énormément. C'est un lieu extraordinaire. Il y a des marches pour monter, il y a l'église de Santa Caterina, c'est le monastero di Santa Caterina, et il y a un lieu qui était la cuisine de ces nonnes pendant des siècles. Maintenant, c'est ouvert comme une pâtisserie. Il s'appelle I segreti del chiostro. Le chiostro, c'est le cloître, donc les secrets du cloître. Et il y a une personne qui a d'ailleurs écrit un livre que j'ai rencontré, que c'est Maria Olivieri. Oui. I segreti del chiostro, c'est cette pâtisserie dont Tatiana, elle en parle super bien dans le livre. Et elle est allée rencontrer une nonne qui était encore vivante et qui a bien voulu lui donner les secrets donc, de toutes ces recettes qu'on transmettait uniquement oralement. Et on y mange une pâtisserie où il y a toutes les anciennes recettes de tous les monastères, différents monastères de Sicile et surtout autour de Palerme. Et chaque monastère avait sa spécialité. Donc avant, quand le monastère il a été abandonné dans les années, je pense, 60, 70,
abandonné complètement. Et jusqu'à cette époque, les nonnes étaient encore à l'intérieur et pour essayer de gagner un petit peu d'argent, vendaient leur pâtisserie. Et on voit toujours sur le mur, il y a une sorte de petite fenêtre avec un plateau. Donc les personnes qui allaient acheter mettaient l'argent, elles retournaient donc ce petit passe-plat avec une fenêtre, on ne voyait pas à l'intérieur. Et à la place de l'argent, elles mettaient la pâtisserie bien emballée. Donc le dimanche, c'était plus ou moins ouvert. Enfin, le public pouvait acheter ces délicieux gâteaux. Et donc, Maria Olivieri, c'est une chercheuse avec sa sœur, une historienne. Elles sont allées donc recueillir les témoignages où elles pouvaient. Et maintenant, elles reproduisent ces recettes. Et l'endroit... Oh là là. Le parfum, tout. Oh là là, j'étais avec notre amie commune Emmanuel, qui est prof à Versailles et qui n'a pas pu venir ce soir. Et on était avec d'autres amis autour de Lina et on était complètement enveloppés de ce parfum d'amande, de fleurs d'oranger. C'était extraordinaire. Et alors en fait, c'est un lieu absolument extraordinaire. Les pâtisseries sont magnifiques et on peut aussi elles voyagent aussi, donc on peut les manger sur place. On peut et je vais dire une chose après, mais là je termine. En fait, maintenant, c'est un peu victime de son succès parce que la dernière fois que j'y suis allée, il fallait faire la queue pendant 20 minutes pour rentrer. Et ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, bon, c'est un lieu magique, donc on est là, on fait la queue à côté du cloître et on sent et on imagine tout ce qu'on va manger après. Donc c'est un... Tatiana nous donne deux recettes sur son livre. C'est Maria qui a partagé ces recettes. Et donc ce sont les recettes que vous avez sur le livre, celles des fede del cancelliere, donc les fesses du chancelier. Et ensuite, la deuxième qu'on peut trouver dans Pérégrination palermitaine, c'est celle-ci, c'est les mines des vierges, les mines delle vergini. Donc, ce sont quand même des noms qui sont un peu coquins. Coquins, absolument. Tu peux dire, hein, je dis que c'est la pâtisserie la plus sexy du monde parce que y a tous les seins de la Vierge, les seins de la Sainte Agathe, les fesses du chancelier. Et c'est drôle parce que voilà, c'était des nonnes qui ne sortaient pas. Mais ce que je raconte, le couvent est situé tout à côté de la Piazza de la Vergogna, et donc où il y a des statues de femmes nues et d'hommes nus d'ailleurs aussi, je pense. Et donc elles devaient passer quand même de temps en temps et elles étaient habituées quand même. La place de la Vergogne, de la honte, de voir... Bah oui, mais après, bon, on en parle beaucoup de toute cette symbolique de la pâtisserie et de la cuisine des monastères. Mais n'empêche que les recettes, elles sont quand même assez extraordinaires. Oui, et en fait, ce qui est important, pardon, excuse-moi de te couper, c'est qu'en fait, il y a un pâtissier suisse qui a introduit le beurre et la crème dans la pâtisserie en Sicile au 19e siècle. Et donc en fait, les Siciliens ont longtemps abandonné les recettes ancestrales de toujours. Et donc, il y avait le sandou dans les pâtisseries en Sicile. Dans les pâtisseries siciliennes, c'était le sandou et il y avait pas de beurre, pas de crème. Et donc maintenant, on peut manger les deux. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'ils proposent les deux versions et bon, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas de problème pour manger du sandou, de goûter vraiment la différence. C'est parce qu'en fait, le sandou, c'est une graisse qui ne laisse pas de goût et qui permet de garder plus longtemps les produits, mais surtout de les rendre croustillants. Chose qu'on utilisait tout le temps avant, quand on fabriquait les grissini, surtout à Turin, en Italie. C'était normal de les fabriquer avec du sandou parce que ça laissait ce goût neutre et ça donnait ce croustillant qui se gardait dans le temps. Maintenant, bon, il y a d'autres façons et puis on a d'autres moyens pour conserver aussi les produits dans des sachets sous vide différemment. Et puis, c'est mieux qu'on puisse ouvrir aussi les préparations à tout le monde. Mais le fait, en Italie, on mangeait énormément. C'était une cuisine pauvre à la base et donc le sandou, ça venait du cochon. Toutes les familles avaient leur cochon et
particulièrement en Sicile. Ouais. Donc, ben c'est super. Hein. Puis vous aurez énormément de recettes à découvrir. Il y en a une vingtaine. Une trentaine. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai demandé aux personnes que j'ai rencontrées de partager leurs recettes avec moi. Et voilà, presque toutes m'ont donné des recettes. Donc il y a 2 recettes qui viennent d'un super chef que j'ai découvert par hasard et qui a un restaurant de poissons qui était tout près du quartier où j'habitais. Et en fait, j'ai commencé à discuter avec lui parce qu'il y avait une carte au mur et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'était cette carte. Et il me dit, c'est le canal de Sicile. C'est une carte de marin parce qu'il travaillait sur un paquebot, il était chef sur un paquebot et quand il a quand il a décidé de rentrer à Palerme, c'est ses collègues qui lui ont offert cette carte. Et après j'ai un peu googlé et je me suis rendu compte que c'était une star parce qu'il avait gagné l'équivalent de Top Chef en Italie et donc il était très connu et on a sympathisé. Et lui, alors j'ai une passion, donc on a parlé des sardines déjà, mais on a parlé des gâteaux qui sont uniques, mais moi, ce qui me rend dingue à Palerme, c'est le poisson. J'allais dire, qu'est-ce que tu préfères Non, alors, comment dire, il y a plein de choses que je préfère, bon, mais... Tu as aimé toute la cuisine. Mais le poisson, alors peut-être parce qu'à Strasbourg, on est un peu loin de la mer, oui, mais quand on voit les poissons, des super poissons à 5 ou 6 euros le kilo, ou 15 les poissons les plus chers, genre la lotte ou je sais pas, et les étals, ça c'est extraordinaire, vraiment. J'étais vraiment, à chaque fois que je passais devant un étal de poissons, je me disais, mais ça je peux pas rapporter à Strasbourg. D'ailleurs, Tatiana, elle donne beaucoup d'adresses aussi. Vous avez toute une liste d'adresses de commerce de bouche, de marché, il Mercato del Capo, oui, d'ailleurs, dans le centre de Palerme, et des lieux de street food aussi. On peut manger rapidement la street food palermitaine. On ne peut pas, avec le pane cameusa. Oui. Un peu difficile à manger peut-être. Alors, alors le pane cameusa, c'est un pain qui a des origines juives. Donc c'est avec des choses. Alors il y a des bouts de rate, de poumon. Enfin la composition est infâme. D'abord c'est bouilli. Ensuite c'est frit dans du saindoux. Dans de la graisse de bœuf. Donc voilà, la rate, le poumon, le cœur. Bon, et ça se mange dans des petits pains où il y a un peu de sésame dessus. C'est l'hamburger. Et en fait, le monsieur, donc il a un petit chariot, il a une grosse louche, et en fait, il fait très attention à attraper des morceaux de tout. Donc c'est une louche avec un récipient énorme comme ça, et il va tout au fond, et il faut vraiment pas regarder. Mais par contre, c'est bon. Non, mais c'est vrai que ça fond dans la bouche. C'est extraordinaire. Ça fond dans la bouche. On a envie vraiment de le manger. Et puis, c'est un peu assaisonné avec du persil et de l'ail, une petite sauce relevée. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Mais ça ne se voit pas, c'est un peu une farce. Bah oui, t'as pas la rate du pain. La rate des poumons. Non, c'est coupé en petits morceaux. Ils le font bouillir, souvent ils mettent du laurier, des herbes parfumées. Et il y a aussi 2 versions. Il y a une version, alors maintenant j'ai oublié comment on dit en sicilien, célibataire, et il y a la version mariée où on met un peu de ricotta séchée. Ah oui, maritato, comme les pâtes, oui. Donc où on rajoute un peu de la ricotta de brebis râpée. Mais ça, j'ai goûté que le célibataire. Mais si vous ne voulez pas manger le pain, parce qu'il n'y a pas la ricotta. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Non. Oh bah, s'il y avait un Sicilien, là, un palermitain dirait mais bien sûr. Pourquoi il faut différencier les deux plutôt que de faire... Parce qu'on peut manger sans. Peut avec ou sans. La vraie recette, c'est sans la ricotta râpée, vraiment la plus ancestrale. Mais maintenant, ils le font beaucoup. La ricotta râpée, on le met partout. C'est la ricotta qu'on connaît fraîche mais séchée de brebis et qu'on met surtout sur la pasta alla norma. Donc vous avez la recette, ce sont les pâtes, les pâtes surtout les penne
avec l'aubergine. L'aubergine, la sauce tomate, l'ail, le persil. On ne mange pas que du 5e quartier. Non. On mange aussi les panelles. Alors, voilà, donc panelles, ça, tu disais, donc trop mon bon. autre plat préféré, c'est les pois. J'adore les pois chiches. Et donc, les panelles, ce sont des petites galettes de pois chiches. Et donc, ça fait partie du street food. Et donc, Marie aussi m'avait donné des adresses de street food que je suis allée voir quand j'étais à Palerme pour les besoins du livre. Donc, j'ai vraiment axé le livre sur voilà, les apports des migrations et de la lutte Parce contre que tu la donnes mafia. aussi des recettes sénégalaises, le yassa de poulet. Oui. Ça a l'air vraiment délicieux, très, très parfumé. Voilà, parce qu'il y a eu évidemment des vagues, il y a eu beaucoup d'envahisseurs en Sicile et il y a eu les Romains qui ont d'ailleurs, c'est eux qui ont coupé toutes les forêts en Sicile parce que, pour en faire le grenier de blé de leur empire. Il y a eu les Arabes, il y a eu les Bourbons, les Espagnols, les Grecs, il y a eu beaucoup de monde. Et les Français, pas Normands. Les Normands, oui. Et puis il y a aussi l'immigration. Donc toutes ces cuisines-là, toutes ces périodes ont eu une influence sur la cuisine sicilienne. On parlait des influences arabes tout à l'heure, donc c'est l'aigre doux en fait, le raisin sec. L'aigre doux et la pâtisserie. Et la pâtisserie. Très travaillée avec beaucoup de pâte d'amande, du le raisin. Safran, tout ça. Évidemment, donc Palerme reste une ville ouverte et les gens continuent de venir à Palerme s'installer. Et donc j'ai rencontré Doudou qui a ce restaurant La Civara et qui est vraiment un personnage incroyable. Donc il m'a raconté, il est musicien, il vient du Sénégal et il voulait venir faire découvrir la musique sénégalaise en France. Et en France il n'a pas eu de papier et il est venu en Italie où il a eu des papiers et en fait, c'est sa mère qui lui a conseillé d'ouvrir un restaurant. Elle dit, tu vas les tenir par l'estomac. Et donc, il a créé ce restaurant en pleine Vucciria. Donc, c'est vraiment c'est aussi un ancien marché, mais là, c'est plus un lieu un peu avec des bars, assez touristiques. Mais, enfin, pas que touristique d'ailleurs, mais il a créé cet endroit et qui est devenu... Donc, où c'est de la nourriture, avec de la nourriture sénégalaise. Et c'est devenu un endroit où les gens viennent et ils disent « Merci Doudou, je me sens chez moi ». Et il est tellement heureux en fait que les Palermitains se sentent chez eux dans son restaurant. Quand j'y étais l'année dernière, il avait ouvert une école de danse. Et il était aussi très heureux de pouvoir partager sa culture avec D'ailleurs, tu dis, chez lui, on mange, on chante et on danse. Voilà, c'est vrai. On a ouvert un peu cette rencontre avec la première phrase. J'aimerais bien lire juste la dernière phrase de ton livre. Là où tu écris, en cette ultime page, il est temps de dévoiler mon secret. Mes pérégrinations n'ont eu pour but que de faire naître le désir de suivre les pas de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nous n'en avons pas parlé dans cette conversation, mais vous découvrirez ce qu'elle a écrit Tatiana à travers son livre, à travers ses pas donc, et ceux de tous les Palermitains de cœur dont, en toute modestie, je me réclame. Entre mer et mont, retourner à Palerme, y croquer la vie. Merci. Merci Tatiana. Merci à vous.